on va parler dans quelques instants des conséquences pour les collectivités, mais pour les Français, puisque évidemment les Français sont inquiets. Est-ce qu'ils ont raison de l'être? Est-ce que c'est parti pour durer, cette crise énergétique? Oui, ça c'est sûr que c'est parti pour durer, que l'énergie va rester chère pendant des années. Il y a des raisons qu'on pourrait appeler conjoncturelles, la sortie du Covid, la crise en Ukraine, mais dans tous les cas, de façon tendancielle, on savait que les prix de l'énergie allaient augmenter. Là, on a eu un gros boom. Donc, il faut s'attendre à ce que ça continue d'être élevé. Et puis, si on parle là des particuliers, mais c'est vrai pour les collectivités, le ministre de l'économie, il le dit, il va y avoir des hausses. Alors certes, contenues, mais des hausses quand même dans les mois à venir, en tout cas au début de l'année prochaine. Donc oui, ça c'est certain que les prix vont rester à des niveaux extrêmement élevés dans les années à venir. Et le gouvernement pourra continuer à les aider? Gabriel Attal dire que le bouclier énergie sera maintenu en 2023. Ils ne vont pas pouvoir maintenir un bouclier tarifaire aussi imposant que celui qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas vraiment compte parce que le bouclier est arrivé avant qu'on ait les hausses massives. Alors ceux qui se chauffent au gaz ont quand même déjà vu au cours de l'année 2021 des hausses importantes, des hausses à 2 chiffres. Mais c'est vrai que là, depuis ces derniers mois, grâce au bouclier tarifaire, la hausse a été réellement contenue. Elle a été quand même de 4%. C'est important pour de nombreux ménages, mais que 4%, ce serait 30 à 40% si jamais on n'avait pas eu ce bouclier tarifaire. On le voit là par exemple en Allemagne, les Allemands sont en train de recevoir leurs factures en ce moment, les prix sont à des niveaux extrêmement élevés. Donc ce n'est pas possible, sûrement sur le long terme, de garder un bouclier aussi efficace. Après la grande question, ça va être qu'est-ce que ça veut dire des hausses contenues? Parce que le mot qu'il faudrait utiliser, c'est des hausses acceptable, et on se connaît déjà la difficulté d'un bon nombre de ménages. La précarité énergétique, elle existait avant que les prix soient élevés. Donc on sait que pour beaucoup de ménages, il y a des difficultés financières déjà élevées chaque hiver en raison des prix de l'énergie. Ouais, inquiétude sur la hausse des prix. Frédéric, inquiétude également aussi sur est-ce qu'on aura assez d'énergie cet hiver? Est-ce que le risque de blackout existe vraiment? Oui, puis c'est un risque qui était théorisé depuis des années. Parce que l'État, ça fait 30 ans que l'État n'a pas de stratégie en matière d'énergie. Ça fait que 30 ans que l'État dit on arrête le nucléaire, ou on le freine, ou on le relance. Que l'État dit il faut lancer les énergies renouvelables. Sauf que les énergies renouvelables n'ont pas été vraiment lancées. Puis personne n'en a vraiment envie. Donc mécaniquement, à mesure que la baisse de la production de nucléaire est enclenchée et qu'il n'y a toujours pas la hausse des énergies alternatives, forcément, il arrivera un moment où on aura un blackout. Moi, dans un bouquin, il y a très longtemps, je l'avais prédit pour 2030. On n'en sera peut-être pas en 2022, mais en 2023. Plus le marché de l'énergie qui était une connerie monumentale, un péché originel à l'échelle de l'Europe, prétendre créer un marché sur un bien, l'électricité par exemple, qui ne peut pas se stocker, donc qui demande un ajustement permanent entre l'offre et la demande, entre une offre qui réclame des investissements massifs et une demande qui est forcément que n'importe qui peut faire, géré par de la spéculation, on en arrive à ça aujourd'hui. On en arrive à, il y a un déficit de production d'énergie, alors même que la France avait basé le peu de concurrence en matière industrielle qui lui restait sur un coût de l'énergie très faible pour ses industriels. Donc oui, là on paye les pots cassés de décisions. L'Ukraine, la guerre en Ukraine, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. La guerre en Ukraine n'est que le révélateur d'une absence totale de stratégie à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la France depuis 30 ans. Elle n'est pas responsable. En tout cas, pas elle seule. Mais non, pas elle seule, bien sûr. Le risque de blackout existe pour vous, Emmanuel. Alors, pas cet hiver, vous nous dites, vous. Il n'y aura pas de blackout cet hiver. Il existe même quand même un peu pour cet hiver. Il faut quand même se rendre compte que chaque hiver, on a des risques, en tout cas sur quelques journées, on a des risques, notamment en Bretagne, qui est souvent moins bien alimentée que le reste de la France. Donc, dire qu'il n'y a pas de risque de blackout, ce serait faux. Après, il y a 2 énormes incertitudes, dont une qu'on ne maîtrise pas du tout, qui s'appelle la température. Ça paraît complètement absurde de dire ça, mais si l'hiver est très froid, oui, là, il y a des risques de blackout. Si l'hiver est relativement dans la norme, on doit effectivement réussir à peu près à passer en ajoutant plus qu'à l'accoutumée des gestes de sobriété, donc en mettant les chauffages de façon moins élevée, en faisant tourner les machines à laver la nuit, plein de gestes de bon sens qui peuvent paraître idiots si on les fait individuellement, mais collectivement c'est important, surtout si on rajoute à ça des gestes qui peuvent être importants, de gros industriels qui prennent beaucoup d'énergie et qui peuvent du coup eux aussi en utiliser un peu moins à tenter. Donc il y a effectivement un risque de blackout, mais je disais la première incertitude c'est la température, et la deuxième, parce que effectivement, comme le dit mon voisin, la guerre en Ukraine est un élément amplificateur. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est que nos centrales nucléaires sont en majorité à l'arrêt. Alors EDF a fixé un calendrier de remise en route d'une partie 32 réacteurs, on le rappelle, sur les 56 réacteurs. Aujourd'hui,
bien malin celui qui est capable de vous dire comment ils vont tourner, à quelle puissance et quelle sera vraiment la puissance qu'on aura au pire moment. Et le vrai problème de notre souveraineté énergétique, c'est celui-ci. C'est le problème de nos centrales nucléaires aujourd'hui, puisqu'il y a un problème dit de corrosion sur une partie de nos centrales. C'est un peu la faute à pas de chance, mais malheureusement, la faute à pas de chance, elle tombe au pire moment, c'est au moment où là, on a besoin de notre capacité pleine et entière. Et on va parler des conséquences de ces hausses de prix pour les collectivités. D'abord, on va voir avec vous, Alex, les chiffres. Combien ça coûte, cette hausse des prix de l'énergie aux collectivités ? Eh bien, Oriane, si on regarde l'année 2021, le coût de l'énergie pour toutes les collectivités locales s'élève à 4,4 milliards d'euros. Et en 2022, avec la flambée du prix de l'énergie, eh bien, ces dépenses devraient osciller entre 7 et 8 milliards, selon une estimation de la Banque Postale publiée au début de l'été. Alors, une hausse conséquente qui est supportable pour l'instant par les collectivités, mais qui ne le serait pas si ça se prolonge sur les années suivantes. On va regarder maintenant comment se répartit cette dépense d'énergie sur les collectivités, et ce n'est pas une répartition égale puisque 69% de la facture énergétique est payée par les communes, 21% par les groupements de collectivités comme les intercommunalités, 8% par les départements et seulement 3% par les régions. Et quand on fait la moyenne des dépenses d'énergie par habitant chaque année, on voit aussi qu'il y a des disparités. Une commune en moyenne dépense 44 € par habitant et par an, le département 5 € et la région 2 €. Et Alex, cette facture énergétique, elle est inégale en fonction de la taille des communes. Et oui, en fonction de la taille des communes, on voit que ce sont majoritairement les communes entre 3 500 habitants et 30 000 habitants, c'est-à-dire les petites villes, qui payent la plus grosse facture énergétique, en moyenne 48 € par habitant chaque année. C'est 10 € de moins, par exemple, que les grandes villes de plus de 100 000 habitants. Donc ce sont ces petites villes qui vont être le plus impactées par cette flambée des prix de l'énergie. Merci pour les chiffres, Alex. Vous allez continuer à nous donner d'autres informations. Emmanuel, est-ce que les collectivités locales, elles avaient suffisamment anticipé cette hausse ? Est-ce qu'elles pouvaient l'anticiper ou pas ? Non, elles l'ont pour la plupart, mais pas plus que nous les ménages, pas plus que les entreprises. C'est-à-dire qu'on est quand même dans quelque chose qui était certes prévisible sur le long terme, mais dont l'ampleur et le choc ne pouvaient pas avoir été imaginés, ne serait-ce qu'il y a un an et demi. On pensait que le Covid, c'était conjoncturel, que ça allait se régler. Et la guerre en Ukraine, plus nos problèmes de centrales, s'est ajouté à tout cela. Donc non, les collectivités sont dans une situation inextricable parce que peut-être, alors, vos téléspectateurs le savent peut-être mieux que les autres, mais tout à l'heure, je parlais de bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, c'est pour les particuliers, c'est pour les très petites entreprises et c'est pour un nombre très limité de toutes petites communautés de villes, mais pour de toutes petites communes. Donc, les entreprises, les collectivités sont logées à la même enseigne. Elles sont, elles, face à une hausse des tarifs, parce qu'elles n'ont pas les fameux tarifs réglementés de l'énergie qui nous permettent d'avoir ce bouclier tarifaire. Donc oui, je regardais là quelques chiffres avant de venir. Selon l'association des petites villes, les dépenses énergétiques ont progressé de plus de 50%. Selon l'AMF, c'est entre 30 et 300% selon certaines communes. Et selon Intercommunalité de France, c'est 3/4 des communes qui ont vu au moins doubler leur facture d'électricité. C'est un très bon rapport du Sénat, si vous avez besoin d'aller le voir. Ouais. Alex, un mot peut-être sur ce rapport, puisque vous l'avez évidemment regardé avec attention, ce rapport. Et oui, justement, ce rapport qui a été publié à la fin du mois de juillet par la délégation du Sénat aux collectivités territoriales. Et les sénateurs font plusieurs préconisations sur ce sujet du coût de l'énergie pour les collectivités. D'abord, ils demandent à l'État d'augmenter la dotation globale de fonctionnement. C'est la dotation versée chaque année par l'État aux collectivités. Ensuite, ils souhaitent un retour à ces fameux tarifs réglementés de l'électricité. Ils souhaitent un retour à ces tarifs pour toutes les collectivités, puisque aujourd'hui, seules les très petites communes ont accès à ce tarif réglementé et les autres collectivités sont soumises aux fluctuations du marché. Et enfin, ce rapport du Sénat préconise qu'EDF, qui est producteur d'électricité, amortisse davantage le prix de l'énergie qu'elle vend aux autres fournisseurs d'électricité. Les sénateurs demandent donc un nouvel effort de la part d'EDF et donc au final de l'État, qui est actionnaire maintenant à 100% de l'électricien. Oui, parce que les collectivités, elles se retrouvent bien seules face à cette hausse des prix de l'énergie, Frédéric ? Ouais, enfin, elles ont encore des armes pour agir. Vous savez, 50% du budget électricité d'une ville, c'est l'éclairage urbain, c'est la nuit. Les villes ont la possibilité d'avoir ont plein de toitures, par exemple, sur les gymnases, sur les centres commerciaux. Elles peuvent les équiper, elles peuvent obliger ou aider à les équiper de panneaux solaires, de chauffage collectif. Après, ensuite, il y a
il y a une question d'animation. Les villes sont partenaires, subventionnent en grande partie les collectivités, les espaces info-énergie et autres agences locales de l'énergie et du climat que personne ne connaît en France, qui sont des services publics d'audit énergétique, d'aide à la rénovation énergétique gratuite, qui ont été regroupés dans le réseau France Rénov depuis le 1er janvier par l'Agence nationale de l'habitat. Et puis elles peuvent, pour certaines, j'ai un exemple d'un hameau dans la région, dans le département du Puy-de-Dôme, en Anzal-Luguet, qui a réussi l'exploit de créer un réseau de chaleur collectif au bois uniquement local, là où c'était impossible à faire a priori. Oui, elles ont des armes, mais pas tant que ça coûte très cher de toute façon. L'énergie coûte cher et changer de source d'énergie ou inciter à l'économie coûte très cher. Et comme on s'en aperçoit à dernier moment, alors que c'est des choses qui auraient dû être prévues il y a 10 ans, il y a 15 ans, pas beaucoup de collectivités, comme beaucoup de ménages, se retrouvent au pied du mur. Oui, on va voir un autre exemple, justement, puisque vous citez des exemples de collectivités qui ont trouvé des solutions. Sandra Cerquera va nous emmener à Dun-sur-Meuse. Grâce à sa centrale hydroélectrique, Dun-sur-Meuse est la première commune de Lorraine à pouvoir autoconsommer l'électricité produite sur place. Les habitants paieront donc moins cher leur électricité. On regarde. Dun-sur-Meuse est la première commune de Lorraine à utiliser l'électricité produite par son barrage pour alimenter les bâtiments publics. Donc on a 3 génératrices de 200 kWh pour une production annuelle qui varie de 2300 à 3000 MWh. Et avec la flambée des prix de l'énergie, le maire Pierre Ploner veut désormais que la force de l'eau profite aux 700 habitants de sa commune. Mais on a mis en service une 3e génératrice qui va produire une énergie complémentaire. Cette énergie, plutôt que de la vendre à l'autre bout de la France, on va mettre en place l'autoconsommation collective, c'est-à-dire que les habitants de la commune vont pouvoir consommer l'énergie produite dans la commune. Ça sera compétitif pour les habitants puisque le prix de l'énergie a connu une flambée et que notre coût de production maintenant est inférieur au prix actuel marché pour les gens. Ainsi, dès janvier 2023, les habitants pourront bénéficier de l'énergie produite et l'acheter à 8,5 centimes environ le kilowattheure, contre 11 à 17 centimes sur le marché actuel de l'électricité. Pour Blandine et Bruno Guise, installés sur la commune depuis de nombreuses années, cette initiative est une opportunité unique. Voilà, oui, c'est vrai qu'on consomme de plus en plus d'électricité et ça pourrait être... Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ce serait une bonne chose de pouvoir en profiter. La facture, elle serait déjà un petit peu plus faible. Le montant de leur facture d'électricité n'a cessé d'augmenter et payer le kilowattheure près de 8 centimes d'euros leur permettrait de faire des économies non négligeables à l'année. Ils ont déjà fait leurs calculs. Des économies à peu près de 480 euros. Oui, on passerait de 1250 à 800 environ. Parce qu'on va avoir la maîtrise des coûts et de la consommation par nous-mêmes, par la commune, ça va être géré. Et on sera tranquillisé de ce côté-là. Le maire reçoit chaque jour en mairie des demandes d'habitants intéressés par le dispositif et ne compte pas s'arrêter là. Il travaille sur d'autres projets pour produire de l'énergie, notamment l'installation de 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur les toits municipaux. Toujours pour revendre aux habitants de la commune dans l'autoconsommation collective. La commune doit être un élément de production d'énergie localement. Il faut reprendre la main sur son avenir. Et Pierre Ploner espère créer des émules et susciter des vocations au sein des collectivités voisines pour que se développe davantage l'autoconsommation d'énergie dans la Meuse. On voit, Frédéric, en plus de l'exemple que vous avez cité, cet exemple à Dun-sur-Meuse, est-ce que finalement cette crise énergétique, c'est aussi une opportunité pour les collectivités d'être plus inventives dans la façon dont elles produisent de l'énergie et dont elles la consomment ? Bien sûr, être inventif. Puis en plus, l'intérêt, c'est moins d'avoir un prix de l'énergie moins élevé, c'est surtout d'avoir un prix de l'énergie quasiment constant. Parce que la commune en a la maîtrise. Le seul problème, c'est le coût d'investissement. Alors le coût d'investissement, il est pris en charge par EDF, par exemple. Mais dans ce cas-là, vous revendez l'électricité d'abord EDF et le surplus, éventuellement, vous l'injectez sur le réseau local. Mais si ça ne marche pas, si la commune n'a pas les moyens, si la commune a les moyens de le faire, elle peut très bien faire ce qu'on a vu à Dun-sur-Meuse. Mais si elle n'a pas les moyens de le faire, finalement, elle ne fait qu'être un producteur d'électricité qui alimente le réseau. Et pour les habitants, il n'y aura pas forcément de bénéfices. Encore une fois, c'est la question de l'investissement initial. Il faut aider ces communes à cet investissement qui est très lourd. Là, je me suis un peu renseigné, l'investissement était déjà fait, il était déjà amorti. Mais pour une commune qui part de zéro, même installer des panneaux solaires sur un gymnase, sur l'hôtel de ville, c'est compliqué, c'est cher.
sauf si c'est pris en charge, encore une fois, par un fournisseur d'énergie ou par EDF. Ouais. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vendre votre électricité à bas prix à vos concitoyens. Donc c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, Emmanuel. Oui, effectivement. Et on peut trouver comme ça plein d'exemples isolés. Mais malheureusement, ça restera isolé, je pense, malgré les prix de l'énergie. Déjà pour une raison toute simple, c'est-à-dire que c'est des investissements qui coûtent cher et qui doivent donc être amortis sur plusieurs années. Donc il faut pouvoir le lancer et que surtout si tout le monde voulait le faire en ce moment, il n'y a tout simplement pas la disponibilité et des entreprises et des produits, des matériaux pour pouvoir mettre tout ça en place en France en même temps. En revanche, ça montre qu'il y a de bonnes idées et qu'il peut y avoir d'autres idées. Par exemple, sûrement qu'on peut acheter de l'énergie, de l'électricité ou du gaz en commun quand on est des collectivités de communes, quand on est des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque crise apporte quand même finalement des choses positives derrière. Et donc, ça oblige les collectivités à se poser une question qu'elles avaient un peu oubliée ces dernières années, parce que l'énergie était à des tarifs relativement absorbables pour elles. Donc, ça va sûrement accélérer la mutation qu'elles auraient dû, dans tous les cas, engager pour les années à venir. Et c'est peut-être la seule vertu, pour le moment, qu'on peut voir au côté extrême de la crise actuelle. Alors, il y a quand même une inquiétude dans beaucoup de collectivités, évidemment, et notamment dans les territoires de montagne. On va aller aux Ors, dans les Hautes-Alpes. On retrouve le maire de la commune, Pierre Voller. Merci beaucoup d'être avec nous. Maire des Ors et également vice-président de l'ANSM, l'Association nationale des maires des stations de montagne. Racontez-nous, monsieur Voller, la conséquence concrète de ces hausses de prix pour votre commune. Et est-ce que vous êtes inquiet, puisque la saison d'hiver va s'ouvrir? Est-ce que les stations pourront ouvrir? Écoutez, nous le souhaitons ardemment. Effectivement, l'augmentation du prix de l'énergie. Aujourd'hui, on avait un prix d'énergie à 58,50 € le mégawattheure. On a aujourd'hui des prix qui oscillent entre 500 et 600 € le mégawattheure, qui font que on a des augmentations de plus c'est entre x10 et x13, qui sera effectivement très compliqué d'absorber. Donc nous sommes très attentifs à ce que le Conseil de l'Europe va pouvoir décider demain, puisqu'il se réunit sur la thématique de l'énergie. Vous savez que l'énergie est corrélée totalement, le tarif de l'énergie électrique aujourd'hui à celui du gaz, ce qui présente peu de réalité sur le territoire français. Donc ce qui serait important, c'est que ça soit décorrélé, qu'on puisse avoir des tarifs maîtrisés pour qu'on puisse re-signer des contrats, puisque nombre de nos stations sont aujourd'hui en fin de contrat. Par exemple, nous, pour les Ors, ça se termine en novembre, donc pour l'hiver. Et je rappelle que sur les 4 mois d'hiver, nous engrangeons les recettes qui permettent de faire vivre nos territoires de montagne à l'année. On a à peu près plus de 300 000 emplois directs et induits qui sont attachés au fonctionnement de nos stations. Voilà, donc décorrélé, et nous avons rencontré les ministres, donc Caroline Cayeux, Dominique Faure, mais aussi les cabinets de Bruno Le Maire et d'Olivia Grégoire sur les possibilités d'avoir quelques aides qui existent, qui ont été peu consommées par les entreprises aujourd'hui parce qu'elles étaient trop complexes. Bruno Le Maire a fait passer un communiqué de presse avant-hier pour indiquer que les mesures sont assouplies. Donc ça permettra d'avoir, pour les entreprises qui consomment plus que 3% de leur chiffre d'affaires en termes d'énergie électrique, qui ont des postes de charge de plus de 3%, d'avoir des aides. Monsieur le maire, qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui s'est passé dans cet échange, puisque vous le dites, vous avez rencontré les ministres il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce qu'ils sont prêts à faire des efforts? Est-ce que l'État est prêt à vous aider? Alors, il y a déjà des aides existantes, ce que j'étais en train de vous dire, qui sont assouplies, qui permettraient effectivement de prendre en partie l'augmentation de ces charges d'énergie électrique. Bon, ça c'est une solution, mais ce qui est plus important, c'est qu'on puisse retrouver un tarif de l'énergie décorrélé, comme je disais, du tarif du gaz. Donc, ce qui nous a été dit, on a été très bien reçus par les ministres, par les cabinets. Ils sont parfaitement conscients des problématiques. Et je pense que nous aurons des solutions. Alors aujourd'hui, il y a cette solution-là qui est sur la table, donc on y travaille en faisant remarquer à la DGFiP notamment que ces aides sont assises sur les charges d'énergie de 2021, mais on se rappelle tous que en 2021, nos stations étaient fermées pour la cause de Covid, et donc nous n'avons
pas consommer d'énergie. Donc il faut remettre en place ce mode d'aide qui permettrait de passer effectivement l'hiver, de pouvoir ensuite re-signer des contrats sur des bases beaucoup plus solides. Juste puisque vous êtes vice-président de l'association, combien de communes sont concernées ? Vous nous avez parlé du nombre d'emplois, environ 300 000. Combien de communes sont concernées ? Écoutez, j'ai pas la statistique exacte de ces stations qui sont en fin de contrat, mais on pense qu'il y en a au moins un tiers, voire 50%. Donc la NMSM rejoint une centaine de stations en France, donc on pense qu'on en a à peu près une cinquantaine. La difficulté, par exemple, pour les ORE, le poste pour nous augmente de plus de 2 millions d'euros, ce que nous ne savons effectivement pas honorer. Alors, on est très engagé dans la transition écologique. Toutes nos stations, par exemple, aux ORE, on porte des programmes européens. On a abaissé consommation d'énergie de plus de 20% électrique et les émissions de gaz à effet de serre de plus de 100 tonnes de CO2. Nous mettons en place des solutions innovantes. Nous allons encore faire plus. Mais tout ce que nous pouvons faire, là, est autour de 10 à 20%. Alors que de l'autre côté, on est sur des augmentations qui sont à 1300%. Je pense que ça ne pourra pas se passer comme ça. Aujourd'hui, on a des contrats. Bon, je ne pense pas que l'opérateur EDF, qui est détenu aujourd'hui à 84% par l'État et qui va l'être à 100% d'ici la fin de l'année, coupera l'énergie à nos stations. De notre côté, nous sommes des gens rigoureux et donc on aime bien honorer nos factures. Mais juste un dernier mot, est-ce que ça veut dire que cet hiver, il y a des stations qui pourraient ne pas ouvrir en raison de cette hausse et des prix? J'ose ne pas l'espérer. En tout cas, on va tout faire pour. On est à la manœuvre avec mes collègues de la NMSM, le maire de La Plagne, le maire des Deux-Alpes avec qui j'étais hier à Paris. Et donc, on est à la manœuvre pour faire. Et je pense pas que l'État puisse laisser. Je pense que la mesure a été prise du risque. Alors, pour nos stations, mais de manière plus générale, je pense que les risques, ils sont pour une grande partie d'entreprises en France. J'ai des chefs d'entreprise dans d'autres domaines qui m'ont écouté et qui ont dit « mais on a le même problème que vous ». Donc la seule bonne solution aujourd'hui, c'est de décorréler le tarif de l'énergie électrique de celui du gaz, je me répète. Donc c'est l'Europe qui peut le faire. Pendant la Covid, l'Europe a su prendre des décisions très rapides. Donc j'espère qu'elle va pouvoir prendre ces décisions. Et puis ça a été dit, mais on a 32 centrales nucléaires à l'arrêt sur 56, la moitié pour des opérations de maintenance connues, donc j'espère qu'elles seront remises en œuvre avant la fin de l'année. Mais il y en a d'autres qui sont en mauvais état avec de la corrosion parce qu'on a délaissé cette industrie. Il faut mettre en avant. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, maire des ORE, vice-président de l'Association nationale des maires des stations de montagne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un mot, vous en parliez tout à l'heure, Frédéric, mais le maire l'a répété à plusieurs reprises. La solution, c'est la décorrélation entre les prix de l'électricité et du gaz. C'est abolir ce marché aberrant qui fait que l'électricité nucléaire française produite aux frais du contribuable et largement amortie est adossée au prix du gaz. Enfin, ça n'a strictement aucun sens. Donc effectivement, mais où est-ce qu'on va en arriver là ? J'en sais rien, parce que c'est un des fondamentaux de l'Europe. Mais c'est évident qu'il faut revenir là-dessus. Après, je reviens un tout petit peu sur ce qu'a dit le maire et notre confrère de la montagne. Il y a une solution en France qui n'est jamais utilisée, qui n'est jamais concernée par les lois de rénovation énergétique, c'est le chauffage solaire. C'est la source. Enfin, dans le budget des ménages, 50% de l'énergie, c'est le chauffage. En Espagne, par exemple, sur toute construction neuve, vous êtes obligé de mettre du chauffage solaire. Et ça fonctionne, même en hiver. Même quand il fait froid, ça fonctionne en montagne. C'est idéal, ou presque idéal, dans des localités isolées, comme le chauffage collectif, dès lors que ces communes se regroupent. Et en utilisant une ressource qui n'est pas assez utilisée en France, le bois. Ah oui, il y a des solutions, mais ça réclame des investissements. Et puis, une aide de l'État sur ce chauffage solaire qui n'est pas du tout aidé, alors que, encore une fois, c'est 50% de la facture d'énergie d'un ménage. Et la conclusion de ce débat, rapidement, Emmanuel. On a entendu lundi Emmanuel Macron avec un ton très grave. Est-ce qu'il prépare les Français à des lendemains difficiles ? Oui, il prépare des Français à des lendemains difficiles parce qu'il y a deux axes de lecture à voir. C'est-à-dire qu'ils préfèrent nous dire aujourd'hui, faites des efforts parce que ça va peut-être couper, et ils seront contents de nous dire, vous voyez, on avait raison, on a tenu. Donc, vaut mieux prévoir le pire pour qu'au final, derrière, ça passe à peu près pour pouvoir dire, tout ça, c'est grâce à nous. Donc, c'est comme ça qu'il faut lire la déclaration, je pense, d'Emmanuel Macron sur le fait de nous demander de mettre des pulls à la maison. Puis c'est le retour à la taxe carbone qui va, vous allez voir. Qui va arriver. Bon, on aura l'occasion d'en redébattre, on imagine. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous parce qu'on va regarder la une de nos quotidiens régionaux.